Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live Facebook WAMIS. J'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être en vacances pour certains. En tout cas, merci d'être avec nous. Comme d'habitude, on va attendre d'être un petit peu plus nombreux avant de commencer ce live et de commencer à poser vos questions à notre expert du jour. Alors bonjour à Célia, bonjour Myriam, bonjour Lola, bonjour Flavie, Sylvie Tardif. Il y a des noms que je retiens plus facilement que Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On va pouvoir commencer ce live. Je suis Clarisse et je suis en compagnie de Stéphane, qui je le rappelle est vétérinaire et rédacteur pour WAMIS. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez pouvoir poser des questions aussi bien sur votre chat que sur votre chien. Elles peuvent concerner leur comportement et leur santé. Sachant que pour la santé, voilà, on va... Sachant que comme d'habitude, effectivement, on ne peut pas répondre à une question qui concerne directement la santé de votre chien. Si jamais il a un problème, il ne faut pas hésiter à directement appeler une clinique vétérinaire. Par contre, pour tout ce qui concerne des questions d'ordre général ou de suivi, il n'y a pas de souci, lâchez-vous dans les commentaires. Très bien, surtout restez bien jusqu'à la fin de ce live pour tenter de remporter une WAMIS Box. Donc c'est un coffret cadeau pour votre chien ou votre chat. Il suffira de répondre pour ça à notre question du jour. Et bien sûr, on va commencer par répondre à vos questions. Alors première question, c'est une question d'Anna. Mes chats se battent souvent, faut-il les séparer ? C'est une bonne question parce que ça peut s'envisager. Tout dépend énormément en fait de vos deux chats et de la manière dont ils se battent et de la fréquence à laquelle ils se battent. Si jamais c'est violent, effectivement, il vaut mieux les séparer parce qu'il y a des risques de blessure tout simplement et en plus, pour le bien-être de l'animal, ça ne va pas jouer en sa faveur. Après, ça dépend de l'espace que vous avez à disposition, s'ils ont un accès à l'extérieur notamment. Et puis ça dépend de la facilité aussi pour vous d'avoir plusieurs espaces dans votre maison sans qu'il y ait du mal-être qui soit généré chez les chats parce que du coup ils vont se retrouver avec moins d'espace chacun. Donc c'est vraiment une solution à voir, à tester si jamais vous voyez notamment que les bagarres vont aussi en augmentant avec le temps, que ça va en empirant. Où là, effectivement, il faut intervenir. Mais au niveau de l'intervention, vous pouvez éventuellement jouer sur d'autres facteurs, donc avoir éventuellement avec un comportementaliste si jamais vous n'arrivez pas à cibler les facteurs, mais ce qui pourrait être la cause de l'agressivité, parce que ça peut être aussi, ces bagarres, juste une conséquence liée à quelque chose d'autre, comme pas assez de litière, pas assez d'espace, ou pas assez d'activité, etc. Et alors, s'ils se battent à l'extérieur, parce qu'on a justement une question de Lola qui dit comment empêcher son chat de se battre parce qu'il revient toujours avec des blessures, donc j'imagine à l'extérieur. Donc là, par contre, quand c'est à l'extérieur, là c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, il peut y avoir d'autres chats sur le secteur et vous ne pouvez pas empêcher votre chat de sortir ni empêcher les autres de sortir. Donc il y aura des bagarres à l'extérieur. Ça, fatalement, on est obligé de les subir, on ne peut rien faire pour les en empêcher. Tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement soigner notre chat quand malheureusement il revient avec des traces de griffure, ou très souvent ça va se manifester sous la forme d'abcès. C'est-à-dire qu'on ne verra pas forcément la blessure tout de suite, mais ça risque plus tard, dans les jours qui viennent, de faire un abcès, une infection. Donc là, malheureusement, faut espérer que son chat, au bout d'un moment, s'équilibre par rapport au chat qu'il y a autour de chez lui et qu'effectivement, les bagarres deviennent de plus en plus rares dans le temps. Ce qui, normalement, ça évolue vers ça. Hein. Les chats sont pas faits... Enfin, ils se battent régulièrement avec leurs congénères, mais le but de ces bagarres, c'est d'attribuer les territoires, les espaces, de façon à ce qu'il y en ait de moins en moins des bagarres. Donc plus le temps passe et plus normalement il devrait se calmer. Après ça dépend énormément des chats sur le secteur. Pas hésiter aussi à aller voir les voisins qui ont des chats parfois très agressifs. Ça peut arriver. Est-ce que la stérilisation peut entrer en compte ou non ? Ça dépend quel est le chat qui est à l'origine de la bagarre. Si effectivement il y a un mâle non castré qui sévit sur le secteur et qui va castagner tous les chats chez les voisins, y compris le vôtre, voilà, ça peut valoir le coup d'aller voir ce propriétaire et de demander effectivement si on ne peut pas le stériliser ou voir d'autres façons de voir. Donc pas hésiter effectivement à faire le tour des voisins pour communiquer aussi avec ça si jamais vous avez des bagarres, notamment si vous êtes sur une zone pavillonnaire où il y a une forte densité de chats et où les bagarres s'entendent souvent la nuit, hein, on a des cris de chats.
Donc effectivement. Mais par contre, vous pouvez malheureusement pas empêcher votre chat de sortir. Et s'il y a une petite griffure de temps en temps, sachez que c'est pas très très grave du moment que vous êtes capable, vous, d'inspecter votre chat et de voir quand il y a une petite griffure, une petite blessure, de le désinfecter, voire de l'emmener chez le vétérinaire pour le soigner. Très bien, merci Stéphane. Alors une autre question de Méline concernant les chats. Est-ce que les chats peuvent faire de l'apnée du sommeil? Si oui, que faut-il faire? Alors, à ma connaissance, l'apnée du sommeil n'est pas décrite chez le chat. Par contre, ils peuvent avoir des difficultés respiratoires pour bien des causes, notamment chez les chats, une difficulté respiratoire qui est fréquente, même si elle n'est pas forcément toujours grave, mais ça peut, c'est l'asthme félin, donc un phénomène allergique. Voilà, à voir. Mais par contre, l'apnée du sommeil, non, jamais. Voilà. Là, en attendant, c'est pas forcément quelque chose qui va être très facile à détecter, parce que quand bien même ça arrive à un chat, pour nous, ça va être très difficile de le voir, et puis le chat va pas venir nous le raconter le lendemain. Donc, quand bien même ça existe, c'est exactement comme pour les douleurs à la tête, les migraines, on suppose que ça peut exister chez les animaux, mais on n'en a pas la réponse. Donc, quand je dis que c'est pas décrit chez le chat, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'en a jamais observé et qu'on n'est pas capable éventuellement de l'observer si jamais on le cherche. Très bien. Une question de Myriam. Mon chat griffe tous les murs de la maison. Que faire? Ah, les griffades, ça c'est une question qui revient souvent. Oui. Les murs, il faut lui fournir des supports pour qu'il puisse effectuer ses griffades, tout simplement. Parce que ça fait partie des comportements naturels du chat, correspondant à ses besoins naturels. Sur son espace de vie, il va griffer les troncs d'arbres, des choses comme ça. Ça fait des marquages visuels aussi pour les autres. Et puis pour lui, ça lui permet d'user ses griffes. Et puis c'est un comportement qui lui fait du bien. Donc il faut fournir au chat à l'intérieur de quoi faire des griffades. Et comme il a tendance un peu à sélectionner les endroits selon des critères qui sont difficiles à suivre, ça peut être, il faut que le grattoir soit horizontal ou vertical, ça peut être la texture du grattoir, ça peut être son odeur, etc. Des fois, ça devient difficile de les orienter sur les bouts de carton ou les griffoirs à base de cordage qu'on leur propose. Donc il faut faire des essais, et c'est comme pour les jouets, de temps en temps, ça ne marchera pas. Il ne faut pas hésiter à persévérer, à proposer à différents endroits. Plus vous dévierez vers des grattoirs que vous aurez fournis pour cet usage, moins il aura tendance à le faire sur vos meubles. Et si jamais il le fait vraiment, il continue à le faire sur les meubles, il faut savoir que dans un certain nombre de cas, on n'arrive pas à l'empêcher tout simplement parce que par exemple quand il fait des griffades sur le canapé, tous les griffoirs qu'on peut lui proposer n'auront pas la texture et l'intérêt du canapé. Ce sera dur de fournir quelque chose de mieux. Donc dans ce cas-là, ce qui peut être envisageable, c'est des répulsifs type citronnelle ou des choses comme ça, ou bien couvrir le canapé avec quelque chose qui va le protéger ou le rendre impraticable pour le chat. Ça permet souvent de les dévier. Mais à part ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Très bien, merci Stéphane. Une prochaine question concerne les chiens. Elle est de Cinthiou. Mon chien Lia Doberman de 6 mois n'est pas propre. Quand je la laisse seule, que faire? Alors, Avez-vous déjà, des conseils? il s'agit a priori d'une malpropreté qui est focalisée dans les moments où elle est seule. Donc ça, c'est très important. On ne peut pas échapper à cette question. C'est combien de temps elle reste seule et combien de temps vous la baladez en dehors aussi. Donc il faut jouer éventuellement sur ces choses-là si jamais il y a des... par exemple, si elle reste très longtemps seule, il ne faut pas hésiter à lui fournir de l'activité et des promenades. Sachant que le fait qu'elle reste seule, ça peut être lié à un besoin d'activité et à un besoin d'attention. Donc le fait est qu'aussi, il y a des gens qui promènent beaucoup leurs chiens, mais lors des promenades, ils sont tellement excités, tellement distraits, on va dire, par tous les stimuli qui leur sont offerts pendant la promenade, qu'ils ne pensent plus à faire leurs besoins et qui le font au retour à la maison quand ils se retrouvent seuls et qu'ils se retrouvent dans un endroit où c'est beaucoup plus calme. Donc sur les problèmes de propreté, si jamais vous ne voyez pas de cause directe sur la malpropreté de votre chien, il ne faut pas hésiter à avoir un comportementaliste ou un éducateur canin pour cibler éventuellement la bonne cause. Mais jouez sur la promenade, jouez sur le temps que vous passez avec elle, éventuellement déjà pour voir pour la propreté. Et après, en dernier cas, il ne faut pas hésiter à lui donner les apprentissages pour la propreté. Là, j'en ai pas trop parlé parce qu'a priori, comme elle est propre à l'intérieur quand elle est là, elle connaît ces apprentissages-là. Donc... ça peut être à revoir éventuellement si jamais vous sentez qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais à mon avis, là, il faut plus jouer sur son budget temps et donc le temps de promenade ou le temps d'activité. Très bien. Une question d'Amy. Bonjour, j'ai une nouvelle minette qui est arrivée à la maison chez moi il y a 2 semaines. Elle est très craintive et demande à sortir, mais j'ai peur qu'elle ne revienne pas. Que puis-je faire? Alors, pour ça, vous pouvez avoir confiance dans votre chat. Il
faut savoir que la plupart des chats ont tendance à explorer leur environnement de façon très progressive. Et surtout, le chat n'est pas un animal aussi téméraire que le chien. C'est-à-dire, il ne fonce pas tout droit en suivant une piste. Lui, il garde toujours, on va dire, une ligne de vie avec sa maison, en tout cas un endroit où il se sent en sécurité. Donc, il va vraiment explorer progressivement. Et surtout que là, en plus, vous décrivez une chatte qui est assez craintive. Donc, rassurez-vous, elle ne se mettra pas en danger dans le sens où elle ne s'éloignera pas trop de la maison sans pouvoir revenir. La seule situation qui peut arriver où un chat, effectivement, peut s'éloigner de la maison, c'est une peur. Éventuellement, si vous êtes à proximité d'une route, le fait d'avoir une voiture qui passe à proximité d'elle et puis paf, elle se met à courir droit devant elle, ça effectivement, ça peut faire des choses où les chats parfois restent cachés longtemps avant de se décider à revenir. Mais si jamais vous êtes sur un environnement qui est relativement sécurisé, parce que de toute façon une route à côté du domicile, ça représente un danger en général, les gens refusent de faire sortir leur chat pour ça et c'est tout à fait justifiable. Mais là, si jamais vous êtes sur un endroit qui est relativement safe, tranquille, vous pouvez sans aucun problème lui laisser un accès à l'extérieur et puis observez-la les premières fois où elle sort tout simplement. Vous restez avec elle pour voir comment elle se comporte. Vous allez voir très certainement que la première fois elle va faire quelques mètres dehors dans le jardin puis elle va revenir. La fois suivante elle ira un peu plus loin puis ainsi de suite. Comme ça elle augmentera en cercle concentrique l'exploration autour de votre domicile mais sans jamais se mettre en danger dans le sens le risque de se perdre. Pour ça les chats, vous pouvez avoir confiance en eux. C'est pas trop leur problème. Très bien. Une question de Cindy. Alors, bonjour, ma chienne de 8 ans dort tellement profondément qu'elle fait comme des crises d'épilepsie. Donc, ça, c'est une supposition. Hein, au point où on a beaucoup de mal à la réveiller. Est-ce grave et que pouvons-nous faire? Alors, ce qui va être important de déterminer pour vous, c'est si jamais ce sont réellement des crises convulsives ou si jamais elle est en train de dormir. Parce que les crises convulsives, ça arrive rarement quand l'animal est en sommeil, étant donné que c'est généralement produit par une hyperactivité du cerveau, donc ça se produit lorsque le cerveau est en état d'éveil. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir des causes de crise convulsives qui ne sont pas forcément liées à de l'épilepsie et qui peuvent intervenir pendant la nuit. Donc la crise convulsive se caractérise par le fait que votre animal est avec plein de symptômes très précis, type pédalage, les yeux qui peuvent bouger de droite à gauche, que vous pouvez voir en soulevant les paupières. Il y a souvent aussi une tension qui se fait au niveau des muscles, avec la tête qui se redresse. Vous pouvez avoir des mictions, c'est-à-dire qui se met à uriner, ou des défécations. Et une crise convulsive, quand elle est liée à l'épilepsie, ne dure pas longtemps. Et de l'ordre de 60 secondes, 2 minutes maximum. Mais ça ne dure pas longtemps. Et après, on a une phase pendant laquelle le chien se détend et retrouve sa conscience. Donc, ça c'est très particulier, très précis. Si jamais vous n'avez pas ces caractéristiques-là, que votre chien est juste amorphe et met du temps avant d'émerger, c'est juste qu'il a un sommeil lourd. Il peut rêver aussi, ça peut aussi effectivement être lié à des rêves. On a des rêves pendant lesquels les animaux ont des petites trépignations, ça va être des petits mouvements musculaires, comme ça. Donc c'est beaucoup moins impressionnant qu'une crise convulsive en général, ce qui permet donc de faire éventuellement une différence. Et si jamais vous avez le doute, parce que vous avez le droit, c'est pas forcément évident de reconnaître, surtout qu'il y a des crises partielles qui ne sont pas forcément complètes et qui n'ont pas tous les symptômes que j'ai décrits, eh bien vous la filmez tout simplement. Vous le filmez pendant qu'il fait sa crise et vous n'hésitez pas à dialoguer avec votre vétérinaire, lui montrer la vidéo pour qu'il puisse juger de ça. Il vous répondra tout de suite. Très bien. Une question de Johanna. Est-ce que le traitement anti-puce se fait aussi en hiver? Eh bien, ça dépend énormément de là où est situé votre chat, mais ça peut, tout à fait. Il peut y avoir des zones où le chat a accès en hiver et où il y a quand même des puces, notamment s'il vit dans un endroit urbain avec des cachettes où les puces sont mises à l'abri. On a notamment aussi, à l'approche de l'hiver, souvent un dernier pic d'infestation des puces. Alors, en général, ça arrive vers ce moment-là, autour de novembre. C'est-à-dire, justement, au moment où le grand froid arrive, les puces profitent de nos animaux pour aller se mettre au chaud une dernière fois avant l'hiver, puisque elles ne passent pas l'hiver sous leur forme adulte. Par contre, pendant l'hiver, effectivement, il y a beaucoup moins de puces. Mais si vous voyez que votre chat en attrape quand même pendant l'hiver, il ne faut pas hésiter à mettre le traitement toute l'année. Ça veut dire qu'il est très exposé aux puces. Ça arrive assez rarement. Pareil pour les chiens ou du coup Pareil pour les chiens. D'accord. Ça dépend énormément de l'exposition, en fait. De toute façon, pour les puces, l'idéal, c'est de se régler par rapport à ça et de chercher à donner le minimum pour qu'il n'ait pas de puces, qu'il n'attrape pas des puces au cours de l'année. Donc, protéger pendant la période à risque, en général, on cible l'été, mais ça peut être juste les 3 mois où il fait le plus chaud, ou ça peut s'étaler sur 6 mois, si jamais dans la zone où vous vivez, il y a potentiellement plus de puces.
D'accord. Une question comportement maintenant, d'Aude. Bonjour, j'ai une question. J'ai récupéré un chaton abandonné, mais j'ai l'impression qu'il ne fait plus confiance à l'humain. Est-ce que vous avez des conseils pour le mettre un petit peu en confiance? Alors, on parle de familiarité à l'humain. Effectivement, chez le chaton, il ne s'agirait probablement pas de quelque chose qu'il a perdu, mais qu'il a juste jamais acquis, en fait. Hein, parce que c'est tout à fait possible qu'il soit né complètement en dehors de contact humain. Et donc, dans ce cas-là, bah, ça arrive souvent avec les chatons. Il faut savoir que tous les chatons des rues ne sont pas familiers de l'humain, et certains sont même particulièrement agressifs et sauvages. Donc, il faut tenir compte de ça, tout simplement. Ça dépend de l'âge qu'il a. Vous pouvez encore le resocialiser, bien sûr, notamment s'il est très jeune, on va dire à moins de 6 mois. À partir de 6 mois, ça devient un peu plus délicat de rattraper le manque de contact humain qu'il a eu avant, et vous aurez probablement toujours un chaton qui sera méfiant de l'humain, qui pourra le considérer uniquement comme une source potentielle de nourriture, et qui ne voudra pas forcément avoir des contacts en dehors de ces moments-là. Quitte à le manifester par agressivité. Ça arrive très souvent. Moi, j'ai eu l'expérience d'une petite chatte que j'ai recueillie dans un monastère. Elle avait 6 mois, donc c'était encore un chaton, même s'il commençait à arriver sur son âge adulte. Mais par contre, effectivement, toute sa vie, elle a vécu plus de 15 ans, elle est restée très distante de l'humain, n'acceptant les caresses qu'à son initiative, et très rarement. C'est venu vraiment très très tard. Donc il faut tenir compte du fait que la socialisation se fait très très tôt chez le chat, et que quand vous prenez un chaton dans la rue, vous prenez le risque qu'il n'ait pas fait cette socialisation avec l'humain, et qu'il soit donc assez peu familier de l'humain. Ça n'en fait pas forcément un chat qui va s'éloigner de vous, qui va fuir forcément à chaque fois les humains. Mais il ne faut pas l'obliger à supporter les caresses ou les choses comme ça. Très souvent, c'est un chat qui est assez indépendant. Très bien. Alors, toujours une question sur les chats. Une question de Julie. Un chat qui ne mange pas, est-ce que c'est un chat qui a forcément un souci? Oui, ça, globalement, il faut... Enfin, non, pas... Enfin, je vais nuancer, je vais apporter les précisions. Un chat qui ne mange pas, ça peut être lié à quelque chose d'assez bénin, puisque, par exemple, en clinique vétérinaire, même quand l'animal n'a pas de problème de santé, si jamais on le met en cage, il peut refuser de manger juste parce qu'il n'est pas chez lui, dans son environnement habituel, tout simplement. Donc, c'est vrai que le chat, ils sont des animaux sensibles, donc ils peuvent avoir des appétits capricieux. Des fois, ils refusent même de manger parce que l'aliment ne leur plaît pas. Bon, il faut voir combien de temps ça dure, parce que par contre, quand il s'arrête de manger, le chat est un animal qui supporte très très mal le jeûne. Il fait des repas très régulièrement, toutes les 2 heures au cours de la journée. Et au bout de 48 heures, un chat qui ne mange pas commence à avoir des modifications au niveau de son poids. On appelle ça une lipidose, qui fait que le foie en fait devient malade, une lipidose hépatique. Et de ce fait, quel que soit le problème à l'origine du fait qu'il ne mange pas, ça va clairement s'amplifier en très peu de temps, parce que 48 heures, 2 jours, ça passe très très vite, à partir du moment où on ne mange pas. Alors que nous sommes capables de tenir beaucoup plus longtemps sans manger. Mais voilà, pour le chat, il faut s'inquiéter très rapidement. Si jamais il passe plus de 24 heures ou même 48 heures sans manger, c'est direction la clinique vétérinaire. C'est même pas la peine forcément d'appeler pour prendre rendez-vous, mais il y a très forte chance qu'il faille en venir à une consultation pour voir quelle est l'origine de cette perte d'appétit. D'accord. Alors là, on va passer à une question plutôt comportement. C'est une question de Sophie. Mes fils sont partis faire leur vie récemment, donc ont quitté le foyer, et depuis, ma chatte de 8 ans miaule beaucoup le soir. Que faire? Ah, ça, c'est aussi une question qu'on nous rapporte fréquemment, puisqu'il s'agit de chats qui, en vieillissant ou face à des changements d'environnement, peuvent manifester ce genre de détresse. Donc, effectivement, le chat peut ressentir le fait, déjà, quand je dis son environnement a changé, il manque de personne, c'est pas un petit changement. Il y a beaucoup moins d'activité, donc le chat peut compléter ça, effectivement, avec ces miaulements-là. Alors, quand j'ai parlé de détresse, il faut pas forcément envisager du mal-être, dans le sens où le chat peut ressentir un léger manque, mais ça ne va pas être forcément mal vécu par lui, a fortiori si tous ses besoins sont satisfaits à côté par vous. Donc ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est simplement aller le voir, lui proposer une séance câlin ou des choses comme ça, voir comment il réagit aussi à ce moment-là, s'il vient vers vous ou s'il demande à manger ou d'autres choses. Mais c'est assez normal. Et s'il n'y a pas d'autres signes de mal-être comme malpropreté, diminution de l'appétit, griffade, augmentation de l'agressivité ou des choses comme ça, ça peut être lié aussi à son vieillissement. Je ne m'inquiéterai pas outre mesure par rapport à ça. Très bien.
Une question de Nina. Mon chien ne peut pas rester seul depuis la mort de son compagnon. Je les ai dressés ensemble, je les ai dressés à rester ensemble. Donc maintenant, j'essaie de le dresser à rester seul, mais il ne tient pas plus de 2 heures. Est-ce que vous avez des conseils, des huiles apaisantes ou autres? Alors, déjà 2 heures, c'est pas mal, hein. Il tient seul, donc, hein, parce que moi, je connais des chiens qui vous retournent la maison au bout de 5 minutes. Hein. Donc, s'il a déjà réussi à apprendre à tenir 2 heures, c'est déjà pas mal. Et j'aurais tendance à dire, après, la difficulté pour tenir plus longtemps, surtout s'il a été habitué à vivre en permanence avec un autre individu, ça va être très difficile pour lui de s'habituer à des solitudes beaucoup plus longues. Le chien, c'est un animal social, il est fait pour vivre en groupe tout le temps, en fait. Donc effectivement, la solitude, pour lui, c'est pas forcément bon. Et donc là, comme il s'agit d'un chien adulte qui a déjà eu un long vécu sans solitude, effectivement, ça peut être une grosse difficulté. Donc déjà, bravo d'avoir réussi à lui réapprendre la solitude jusqu'à 2 heures. Après, au niveau, tout ce qui va lui fournir de l'activité pendant les moments de solitude va pouvoir lui permettre de passer ça plus longuement. Donc, des jouets, éventuellement des odeurs, effectivement, vous pouvez jouer là-dessus, pourquoi pas. Alors, il y a très peu d'études sur la question pour savoir si c'est réellement efficace, mais très clairement, ça aura un impact. Le problème, c'est qu'on ne va pas savoir quel type de produit va être efficace. Donc, à vous de faire des essais éventuellement et voir effectivement si ça marche. Et puis pas hésiter à jouer sur son budget d'attention aussi en dehors des moments où vous le laissez seul. Au maximum, le distraire déjà vous, et puis éventuellement pas hésiter à l'emmener dans des parcs canins où il aura l'occasion de rencontrer d'autres compagnons canins. Et puis oserais-je le demander, mais avez-vous envisagé tout simplement d'en reprendre un? Très bien, merci Stéphane. Une question de Célia. Mon chat sort tout le temps les griffes pour jouer. Comment faire pour lui apprendre, pour qu'il évite de le faire, sachant qu'il a déjà 1 an? Est-ce que c'est trop tard pour lui apprendre? Faire comprendre en tout cas. C'est vrai que ça peut être une grosse difficulté. Le chat est beaucoup moins empathique que le chien, et notamment sur les autocontrôles, c'est beaucoup plus dur pour lui de les apprendre. Donc généralement, il apprend ça au cours de sa jeunesse, hein, quand il joue justement beaucoup dans l'interaction avec les chatons. Après, ça dépend donc de l'âge auquel il a été sevré. C'est vrai qu'à partir de 6 mois, c'est plus long, ça c'est sûr. Mais c'est pas impossible, même pour un chat adulte. Ce qu'il faut faire, c'est quand vous jouez avec lui, à partir du moment où il devient trop excité, où il commence à faire mal en griffant, vous arrêtez le jeu, tout simplement. Même si vous l'arrêtez juste 2 minutes et que vous reprenez au bout de 2 minutes, le fait de marquer vraiment une pause, une rupture, quitte à moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est pousser un aïe ou en tout cas un cri assez fort, un petit peu ce que ferait l'animal naturellement dans ce genre de situation quand il est mordu ou griffé, de façon à alerter le chat. L'idée, c'est d'avoir au moins une oreille qui bouge, qu'il a bien perçu le son comme étant quelque chose de différent par rapport au jeu, voir que du coup, ça fait qu'il arrête complètement le jeu et que ça le repousse. Donc c'est ce que je me limiterais, on va dire, en renforcement négatif. Mais après, la punition, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui vise à interrompre ce comportement, vient dans le fait que vous supprimez le jeu, la chose agréable. Donc là, on est dans l'éducation positive, hein, ça s'appelle punition négative, c'est-à-dire qu'on enlève quelque chose qui va permettre d'arriver, qui normalement renforce l'animal. Et en faisant comme ça, avec beaucoup de patience, ça prend du temps, hein, ça ne va pas l'apprendre la fois suivante, il faut le faire à chaque jeu, tous les jours, pendant des semaines, voire des mois. Et petit à petit, vous allez voir que votre chat va chercher à prolonger le jeu et va petit à petit apprendre à contrôler ses griffures et ses morsures. Concrètement, il faut garder à l'esprit qu'il ne réglera probablement jamais totalement ses griffures et ses morsures au cours de sa vie. Ce que vous allez faire, en fait, c'est jouer sur son excitation pour qu'il soit moins énervé rapidement par le jeu au point de faire mal, de façon à ce que le jeu dure plus longtemps. De toute façon, chez les chats, les jeux sont assez courts en général. Ok. Très bien. Il est temps de passer à notre jeu concours pour tenter de remporter une Wamiz Box, donc un coffret cadeau pour votre chat ou pour votre chien qui comprend des friandises, des jouets, des produits d'hygiène. Pour ça, il vous suffit simplement de répondre à notre question du jour, qui est: quelle est la race du chien que nous allons vous montrer? Quelle est la race de ce chien qui a un magnifique brushing? Voilà, il vous suffit de répondre en commentaire. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et sera ensuite contacté par Wamiz en message privé. On va poursuivre encore avec 1 ou 2 questions avant de terminer ce live. Une question de Jenny. Bonjour, mon chat a toujours faim à cause d'une insuffisance rénale qui est traitée. Que puis-je lui donner de plus que sa pâtée et ses croquettes?
Ah, alors la question est amusante parce que je ne pense pas qu'il y ait de relation entre le fait qu'il soit insuffisant rénal et sa faim. D'une manière générale, le chat a tout le temps faim. Et il peut y avoir une relation, effectivement, parce qu'en général, les aliments pour insuffisants rénaux sont des aliments croquettes très concentrés, ce qui fait qu'on donne des tout petits volumes et qu'il ne faut pas dépasser. Donc, effectivement, lié à ça, il va avoir faim. Donc, ce qu'il faut savoir sur le chat, c'est que c'est un animal qui fait 10 à 12 repas par jour en mangeant en général des proies assez peu caloriques, hein, des souris ou des choses comme ça. Ça va être des choses qui ça représente un gros volume, en fait. Donc, quand on donne 40, 50 ou 60 grammes de croquettes en comparaison à ça, effectivement, il peut y avoir un problème de satiété. Donc la solution, et ça va d'autant plus s'il y a insuffisance rénale, vous allez humidifier l'alimentation qu'il a, donc en lui donnant des aliments insuffisants rénaux, mais cette fois humides, hein, ça existe dans un certain nombre de marques vétérinaires. Vous pouvez aussi humidifier les croquettes si jamais ils ne supportent pas les aliments pâtés ou mousse. Mais augmenter la fraction d'eau qu'il a dans son alimentation va déjà vous permettre de diminuer les problèmes liés à la satiété. Et puis ça va énormément l'aider pour ses reins, puisque ça c'est quelque chose, en tout cas pour faciliter le travail des reins, augmenter sa prise hydrique, qui chez les chats est une grande difficulté, c'est vraiment une bonne chose. Très bien, merci Stéphane. Une question de Martine, propriétaire de 3 labradors adultes, le plus âgé de 9 ans, est vraiment très agressif avec les voisins lorsqu'il est dans le jardin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et une seule des 3 qui est très agressive. Il y en a un seul, ouais, des 3. La plus âgée. La plus âgée. Et avec les voisins, alors là, il faut voir avec l'éducation, mais il faut aussi énormément voir ce qui se passe avec le voisin. Alors pourquoi est-ce qu'un seul de vos chiens est agressif? Est-ce que c'est la présence du voisin simplement qui l'embête, ou est-ce que c'est de l'activité qu'il ferait dans son jardin? Donc pour ça, il va falloir jouer sur de l'habituation, c'est-à-dire faire comprendre à votre chien que cette chose-là, effectivement, ne nécessite pas de réaction. Donc éventuellement voir avec un éducateur ou sans éducateur si vous y arrivez, mais des séances d'entraînement dans le jardin. Ce serait encore mieux si votre voisin pouvait participer et offrir les stimuli qui normalement provoquent l'agressivité de votre chien pour ces séances. Donc avoir avec éventuellement un indicateur, je pense que c'est la meilleure solution pour vous, parce que ça va être très circonstanciel, très situationnel, et vous donner des conseils généraux ne vont pas être, à mon avis, très efficaces. Mais voilà, le principe comportemental qui va être derrière ça, c'est ce qu'on appelle de l'habituation, c'est-à-dire faire en sorte que votre chien ne réagisse plus à la présence de votre voisin, qui est normalement pas une présence menaçante pour lui. Merci Stéphane, merci d'avoir répondu aux questions des internautes. On arrive à la fin de ce live Facebook. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne journée. La réponse. Ah, excusez-moi, la réponse au jeu concours, c'est un lévrier afghan. Oui. Merci à tous. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.